Mathieu Babin qui nous attend à Washington. Bonjour à vous Mathieu. Bon, ce qui est nouveau, c'est que l'ultimatum qui devait prendre fin mardi soir a été prolongé de 24 heures à un nouveau délai donc qui aurait pu permettre de donner plus de temps aux Iraniens et aux Américains pour s'accorder. Mais visiblement, la table au Pakistan reste vide pour l'instant. Oui, vous faites bien de parler au conditionnel et pour tout vous dire, il n'a jamais été aussi difficile de situer le vice-président des États-Unis géographiquement que ces dernières 24 heures. Alors, si la table des négociations reste vide à Islamabad, ce n'est évidemment pas un hasard. Ça ne peut être qu'une stratégie iranienne parfaitement assumée. Vous imaginez mal le vice-président des États-Unis débarquer à Islamabad et se faire poser un lapin, pardon pour cette expression un peu triviale, par son adversaire diplomatique. Ce serait un camouflet évidemment. Téhéran joue sans doute la montre. Comment trouver une autre déduction que celle-là? Téhéran teste en réalité la solidité de l'ultimatum américain et cherche à faire monter le coût politique d'un échec pour Washington. C'est en tout cas la lecture qu'en font les diplomates du département d'État ici à Washington. Concrètement, les Iraniens refusent de se présenter tant qu'ils n'ont pas obtenu des garanties minimales et notamment sur un allègement des sanctions par exemple ou au moins un geste préalable. Et surtout, ils veulent éviter d'apparaître comme cédant tout sous la pression de Donald Trump. C'était d'ailleurs une ligne fixée très clairement par Ali Khamenei en son temps. Ne jamais négocier sous contrainte. C'est la signature diplomatique iranienne. Dans ce contexte, même si les délégations étaient réunies, on verrait côté américain une équipe très politique dans le fond dont les diplomates de métier sont globalement exclus. J.D. Vance en première ligne, entouré de Steve Witkoff et de Jared Kushner. C'est vraiment un trinôme qu'on connaît par cœur. Une délégation très proche du président évidemment, ce qui montre que la négociation est toujours pilotée directement depuis la Maison Blanche. En face, côté iranien, ce serait une délégation à deux visages avec Abbas Araghchi pour la partie diplomatique évidemment, et des représentants issus de la ligne dure, cette fois proche des gardiens de la Révolution. C'est d'ailleurs un des changements notables et une conséquence de cette guerre, un régime plus militaire que religieux finalement, en tout cas désormais. Là encore, c'est la lecture qu'en font les diplomates du département d'État sans vraiment considérer qu'il s'agit d'une avancée à l'avantage des États-Unis en tout cas. Autrement dit, même si tout le monde était assis autour de la table, à Islamabad ou ailleurs, on aurait déjà un déséquilibre. D'un côté, une équipe politique qui veut aller vite, de l'autre, un système qui cherche à ralentir, à tester, à gagner du temps. Voilà, on ne le dira jamais assez, dans les deux camps, la priorité n'est pas d'alimenter les observateurs en informations fraîches, croyez-moi. Donc l'essentiel de nos analyses repose sur des déductions, évidemment. Mais en clair, le jeu auquel on assiste explique au moins pourquoi, à cette heure, la table reste vide. Sur qui mise Donald Trump? Sur quel interlocuteur iranien? Plutôt la partie politique que religieuse? Alors, même si les délégations finissaient par arriver, il faudrait ça pour qu'on ait une réponse à la question que vous venez de me poser. Il ne faut pas imaginer une négociation directe et fluide. Donc c'est très difficile de vous répondre. Il ne s'agit pas d'un sommet entre les États-Unis et l'Iran avec des badges. La réalité est beaucoup plus fragmentée. Côté américain, J.D. Vance pilote les échanges, on l'a compris. Mais il rend compte directement à Donald Trump. Ça aussi, c'est parfaitement intégré. Et la logique est très claire. Obtenir rapidement un accord visible avec des concessions iraniennes immédiates. Quelque chose qui permette à Donald Trump de construire un récit largement idéalisé à destination du public américain. Il est là l'enjeu aujourd'hui. En face, même si la logique est à peu près la même, Abbas Araghchi ne décide pas seul. Chaque proposition remonte à Téhéran et surtout aux gardiens de la Révolution qui verrouillent la ligne stratégique. Des hommes dont les noms ne sont sans doute pas dans les journaux d'ailleurs. Résultat, les échanges passent encore largement par des intermédiaires, on l'a compris, le Pakistan évidemment aujourd'hui, mais aussi des canaux indirects déjà utilisés par le passé. On pense à Oman qui a toujours joué un rôle prépondérant dans ce climat, mais également à un autre réseau diplomatique
diplomatique bien rodé, qui lui aussi n'est pas particulièrement adepte de la communication publique. Je pense évidemment à la Turquie. Donc concrètement, ce n'est pas une discussion en face à face à laquelle on n'assiste pas. C'est une négociation en cascade avec des messages qui circulent, qui sont reformulés, parfois durcis, parfois amendés. Et c'est là que le blocage persiste. Parce que Washington est tenu par un calendrier à la fois législatif, vous vous en souvenez, mais également électoral, bien sûr, et veut donc aller vite, encore une fois. Et Téhéran fait exactement l'inverse, tester et user le rapport de force en quelque sorte. Autrement dit, même avec 24 heures de plus, on n'est pas encore dans une vraie négociation. On est dans une phase de pression et de calcul politique de part et d'autre finalement. Merci beaucoup Mathieu Mabin en direct de Washington.